Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, je fais l'intro de la vidéo dehors parce que je suis partie de Montréal, je suis actuellement à New York et je ne trouve pas le temps de me poser pour faire la FAQ et je pense que c'est quand même une vidéo qui a besoin de réponses assez rapidement. Donc je me suis dit que aujourd'hui nous allons visiter un peu New York ensemble. Je sais pas si je vais vraiment pouvoir vous faire visiter et tout parce que voilà, c'est du travail, c'est du... Voilà, faut que je puisse filmer et tout. Mais en tout cas, je vais essayer de faire la FAQ aujourd'hui. J'ai pas le choix, de toute façon, j'ai pas le choix. Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo dont j'ai tourné l'introduction à New York. Ici, je suis à Paris. Malheureusement, la partie de la vidéo que j'avais tournée à New York, on n'entendait pas du tout à cause du son. Il y avait trop de bruit ambiant, du coup j'ai dû la retourner à Paris. Et à Paris, je l'ai tournée une deuxième fois et malheureusement l'angle de vue n'allait pas du tout, c'était beaucoup trop sombre. Et du coup, c'est la troisième prise de cette vidéo réponse aux questions. Donc on est parti pour la première catégorie qui est en fait moi, tout simplement. Il y a Rubens Geffrard, pardon si j'écorche tous les prénoms, les pseudos, les noms de famille ou etc. Bonjour ma chère Bibi, c'est pour la première fois que je tombe sur ta chaîne, tu viens de quelle nationalité? Donc je suis de nationalité française et plus particulièrement de région parisienne. Deuxième catégorie, université. Dorcas Lumumba me demande, vous êtes au Canada depuis quelle année? En fait, je suis arrivée au Canada en août 2021. Je suis partie du Canada le 10 juin 2022. J'ai passé ensuite un mois aux États-Unis et là, je viens de rentrer en France. Donc, j'ai passé un peu moins d'un an. Au Canada, je pense 10 mois, quelque chose comme ça, 10 mois au Canada. Une question de Fadak, quel est votre parcours? Alors moi je suis allée au Canada et en particulier à l'UQAM dans le cadre de mes études comme je l'ai dit et notamment parce que j'étais en double diplôme. En France je suis en licence économie internationale et développement et au Canada à l'UQAM à Montréal j'étais en économie appliquée, baccalauréat en économique, peut-être concentration économie internationale je crois. Fantasako me demande: bonjour ma belle, j'ai essayé de m'inscrire sur le campus mais c'est déjà plein. Est-ce que tu sais si c'est possible d'être ailleurs en résidence, même si c'est pas pour mon université, même si c'est pas pour mon université? Alors j'ai pas envie de te dire des bêtises, mais je pense que ce n'est pas possible d'être dans une résidence universitaire si tu n'es pas étudiant de cette université. En tout cas c'est le cas à l'UQAM. Après, je pense que tu peux quand même essayer de te renseigner et de voir, mais ça m'étonnerait que ce soit possible parce qu'en réalité, la plupart des résidences universitaires sont pleines au moment de la rentrée et c'est pour toutes les résidences des listes d'attente. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est de regarder vis-à-vis des résidences universitaires plutôt privées qui, pour moi, sont un peu plus chères, mais après, ça dépend de ton budget et puis peut-être que j'ai pas tout regardé, etc. Je sais déjà qu'il y a Evo Montréal qui est placé en plein centre-ville. Il doit y en avoir d'autres, donc je peux te conseiller de regarder les résidences universitaires privées du style Evo Montréal ou les autres. Et sinon, bien sûr, cherche une colocation tout simplement en dehors des résidences universitaires. Je ne sais pas d'où tu viens, mais je sais qu'en tout cas à Paris, pour trouver une colocation, c'est pas très facile, on va dire ça comme ça. Là-bas à Montréal, ça se fait énormément. La plupart des étudiants trouvent des colocations en dehors des résidences universitaires parce qu'elles sont pleines. Donc, je te conseille de regarder sur les groupes Facebook d'étudiants étrangers à Montréal ou d'étudiants tout court à Montréal. Tu peux aussi regarder les groupes Facebook qui sont liés aux étudiants de ton université. Donc par exemple, tu viens de l'UDEM, je suis sûre qu'il y a des groupes Facebook d'étudiants de l'UDEM. Ensuite, la catégorie formalité où il y avait pas mal de questions. Il y a Mamadou Lamine Diallo qui me demande: bonjour, peut-on avoir un refus de visa après avoir obtenu un avis favorable de permis d'études? Donc si je dis pas de bêtises, pour moi les deux étaient liés, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je recevais un avis favorable pour mon permis d'études, mon visa était fait automatiquement avec. Je ne sais pas si c'est le cas pour l'ensemble des étudiants, mais je pense, en tout cas sans prendre trop de risques, que c'est le cas pour tous les étudiants français. Donc si tu es français,
pas de problème. Et si tu viens d'un pays autre que la France, alors je te conseillerais plutôt de demander à des gens qui viennent de ce pays-là ou bien de te renseigner dans des groupes Facebook de personnes, encore une fois, qui viennent de ce pays-là. Ensuite, Victoria Owusu, je suis en pleine démarche pour l'obtention de mon visa étudiant. J'ai obtenu mon CAC et lance les démarches pour le permis d'études le 8 juin. Sur le site de l'immigration du Canada, il est stipulé que le délai de traitement est de 12 semaines. Je voudrais savoir s'il est possible que la réponse arrive avant les 12 semaines. Je ne me souviens plus exactement quand est-ce que mon permis d'études est arrivé, si je dois le comparer par rapport à ce délai qui était indiqué sur le site du gouvernement. Néanmoins, dans mes souvenirs, mon permis d'études, la procédure s'est accélérée à partir du moment où j'ai fait la collecte des données biométriques. Je crois qu'après tout s'est enchaîné très vite. Donc, s'ils te disent que ça risque de prendre 12 semaines au maximum, je te conseille quand même de prévoir 12 semaines pour ne pas te faire avoir. Mais dans mes souvenirs, le plus important, c'est de faire ta démarche le plus tôt possible et d'essayer d'avoir un rendez-vous de collecte des données biométriques le plus tôt possible. Une fois que ça se sera fait, toi, tu auras fait ton maximum pour être dans les temps. Et je pense qu'il est possible que ça arrive avant les 12 semaines. Mais je ne veux pas te dire de bêtises. Ensuite, il y a une question de Fatou Diouf qui me demande « Bonsoir, vous n'avez pas trop insisté sur les différents frais alors que c'est très important pour nous. » Donc je les ai notés. Mon CAC m'a coûté 120 $, mon permis d'études 150 $, mes données biométriques 85 $. Ensuite, c'est une remarque de Justine Leroux qui dit « Oui, maintenant tu es obligé d'avoir une lettre d'approbation du CAC. Pour faire le permis d'études, la lettre confirmant que tu as fait la demande de CAC dont elle parle dans la vidéo n'est plus acceptée. » En fait, dans ma vidéo sur les formalités, moi j'avais dit que pour faire ma demande de permis d'études, pour pouvoir aller plus vite, j'avais fait ma demande de CAC et ensuite ils m'avaient renvoyé une lettre disant qu'en gros ils avaient reçu ma demande et c'est cette lettre-là que j'avais utilisée pour faire mon permis d'études. Et là elle me dit que justement cette lettre n'est plus acceptée et que donc il faut attendre de recevoir le CAC final pour faire la demande de permis d'études. Ensuite Hello me demande, donc salut déjà, merci pour ta vidéo, de rien. J'ai une petite question, à qui la verra? Je suis actuellement dans l'attente de mon permis d'études que j'ai dû redemander une deuxième fois suite à des soucis avec mon CAC. Je l'ai donc redéposé le 13 juin et avec leurs 12 semaines d'attente environ, je risque de le recevoir après ma rentrée. Pensez-vous que demander un permis de visiteur touriste qui ne prend que 40 jours à être traité soit une bonne solution en attendant le permis d'études, en sachant qu'après les permis visiteurs ou d'études, on obtient le même visa de résident temporaire. Est-ce une pratique courante? Merci d'avance. Alors pour ne pas prendre de risques, moi je te conseille de demander soit à ton université d'accueil au Canada. Ils ont l'habitude des étudiants qui arrivent après la rentrée parce qu'ils n'ont pas reçu leur permis d'études. Je te conseille également de demander dans des groupes Facebook. Il y a forcément des gens qui ont tenté de faire ça ou bien qui ont entendu d'autres personnes le faire et qui donc savent. Ensuite, une question de Sana Yasmina qui me demande « Salut, j'ai une question concernant les preuves financières des études. Est-ce que ça peut être des documents originaux avec des justificatifs et une attestation bancaire dont le garant est entrepreneur ou il faut forcément le relevé de compte bancaire urgent s'il te plaît ?» Alors moi du coup dans ma vidéo j'avais dit que j'avais donné mon relevé de compte bancaire. Bien sûr, plein d'autres preuves financières sont acceptées. Il suffit d'aller sur le site du gouvernement ou de la province du Québec si tu vas au Québec. Et l'ensemble des preuves financières qui sont acceptées vont être détaillées. Il faut que ça corresponde à ta manière en fait de prouver que tu peux subvenir à tes besoins. Ensuite, on passe à la catégorie job. Donc il y a Rachel Nganlo qui me demande quel boulot tu fais et combien tu es payé par heure s'il te plaît. Pendant les 2 semestres, j'ai été surveillante d'examen pour les étudiants en situation de handicap. Pour ça, j'ai été payée 16,61 $ de l'heure en brut. Et bien sûr, ça se concentrait sur les périodes d'examen. Donc c'était pas... Enfin, si t'es quelqu'un d'organisé et tout, c'est pratique. Enfin, je trouve ça cool en soi parce que, je sais pas, j'ai trouvé ça bien. Et ensuite, j'ai été également assistante de recherche où j'ai également été payée 16,61 $ de l'heure. Et là, c'était plutôt sur le 2e semestre, sur la fin du 2e semestre. Ensuite, Grace Okera me demande coucou Bibi, salut Grace. Je voulais savoir si le job étudiant est facile à trouver et si avec les horaires de cours, un étudiant peut atteindre le 20 heures par semaine. Alors pour moi, Grace, tout va dépendre de tes cours et de ton organisation. Il y a certains cours qui vont demander beaucoup de travail à la maison et d'autres beaucoup moins. Donc si tu n'as que des cours qui demandent beaucoup de travail à la maison, ça va être assez difficile, je pense, d'avoir un emploi à côté
qui serait du 20 heures par semaine, plus tes 5 cours par session. Ça risque d'être beaucoup. Par contre, si tu arrives à trouver un équilibre dans tes cours entre charge de travail à la maison et tes cours en présentiel, je pense que tu peux atteindre le 20 heures par semaine. La plupart des étudiants que j'ai rencontrés là-bas, qui sont québécois ou même des étudiants étrangers qui font l'ensemble de leurs études à Montréal, la plupart ont un job étudiant à côté et arrivent à gérer. Donc je pense qu'il faut juste que tu sois organisé. Et ah oui, et tu m'as demandé aussi si le job était facile à trouver. Alors à Montréal, trouver un job étudiant, c'est pas difficile si tu es prêt à faire en gros un peu n'importe quoi, dans le sens si tu es prête à travailler dans un fast-food, restaurant, café, salle de sport, magasin de vêtements, tu veux travailler à l'université, tu peux déjà voir avec les profs, des fois ils ont des fois des opportunités. Sur le campus, il y a souvent aussi des cafés. Donc tu peux travailler dans ces cafés-là, il y a une salle de sport où ils vont bien sûr recruter. Enfin, en soi, il y a vraiment plein d'endroits. Et ensuite, il y a GFR Studio qui me demande, y a-t-il un moyen de contourner les 20 heures par semaine sans risque? Alors personnellement, j'ai pas cherché à contourner les 20 heures par semaine sans risque. Donc j'aurais du mal à te dire s'il y a un moyen ou pas, puisque j'ai pas essayé. Néanmoins, je peux te conseiller encore une fois de demander soit sur des forums sur internet, soit directement dans des groupes Facebook. Je pense qu'il y a forcément des étudiants qui ont cherché à contourner ces 20 heures par semaine ou qui se posent la même question que toi. Ensuite, concernant l'argent et puis les autres catégories, il y a Basekou Diaby qui me dit salut, dommage que tu n'as pas donné tes sources de revenus, bourses, aides, etc. J'ai travaillé sur place, mais c'était surtout pour arrondir mes fins de mois en tant qu'assistante de recherche et surveillante d'examen. Au-delà de ça, j'avais une bourse d'à peu près 200 € par mois. C'était ma bourse du Crous, donc en France. Plus j'avais travaillé les étés précédents. En fait, je savais déjà que je voulais venir au Canada sur une longue période. Et donc, les 2 années de licence que j'avais eues auparavant, j'avais travaillé les étés et j'avais tout économisé. Plus, j'avais eu également la même bourse de 200 € les 2 années précédentes. Et en fait, j'avais tout économisé également pour pouvoir partir, on va dire, sereinement. Ensuite, il y a Mamie Chou Anne qui me dit salut. Que penses-tu de la banque Desjardins? L'avantage de Desjardins et peut-être même d'autres banques, mais en tout cas chez Desjardins c'est sûr, la première année ton compte il est entièrement gratuit et tu as tes 2 cartes, donc ta carte de crédit et ta carte de débit gratuitement. Donc ça c'est assez pratique. Pour l'ouverture de compte, j'ai pas trouvé ça plus difficile que ça. J'ai pas eu de problème, enfin j'ai pas à me plaindre et j'ai toujours trouvé des distributeurs Desjardins. Je trouve que c'est assez facile à trouver si des fois tu as besoin de faire des dépôts ou bien tu as besoin de retirer de l'argent, il y a des distributeurs Desjardins partout. Moi j'étais payée par chèque, mon salaire c'était par chèque. Donc sur l'application, tu pouvais directement scanner tes chèques et du coup ça faisait un versement directement sur ton compte. Donc bref, de manière générale, moi j'ai bien aimé Desjardins, tout s'est bien passé, j'ai rien à leur reprocher. Et la dernière question qui est de Stacy Le Breton qui me dit coucou Stacy, tu es chez quel opérateur? Du coup j'étais chez SFR. J'avais un forfait qui me coûtait 20 € par mois et j'avais, je pense, 100 gigas en France d'internet, appel SMS illimité. Et au Canada et aux États-Unis, j'avais 15 gigas d'internet et appel SMS illimité également. Au Canada, j'ai pas eu de soucis par rapport au réseau. Par contre, quand je suis allée aux États-Unis, là où je suis restée un mois, c'était un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'à New York, j'ai pas eu de soucis. Mais en dehors de New York, je ne sais pas si c'est la couverture réseau du pays en tant que tel qui est comme ça, ou bien si c'est SFR, je ne sais pas comment, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était plus compliqué. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient chez Free, je crois que c'est Free, où ils ont également, dans ces prix-là, à peu près un forfait avec des gigas quand on est aux États-Unis ou au Canada. Je peux te conseiller de comparer quand même, peut-être qu'il y a d'autres offres qui seront plus intéressantes. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'ai essayé de répondre à la plupart des questions et en tout cas aux questions qui pouvaient servir à tout le monde. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si elle vous a plu, si elle vous a apporté quelques réponses ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires et on se retrouve pour une vidéo qui va pas trop tarder, je l'espère, sur les jobs étudiants. Voilà, salut, portez-vous bien et à bientôt.